Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Sweet Podcast. Je suis Kim de My Sweet Discoveries et je suis ravie d'accueillir dans l'épisode d'aujourd'hui Sabine de Confibanane pour la deuxième partie de son interview. Alors, on va faire le bilan de ses 10 ans d'entrepreneuriat et elle va partager avec vous ses astuces business. En bonus, Sabine partage aussi avec nous sa stratégie de prix de manière extrêmement transparente. Donc c'est super intéressant, sachant que le pricing c'est vraiment souvent un sujet qui pose problème, qui n'est pas évident pour la plupart des entrepreneurs. Donc merci Sabine pour cette transparence et tous tes conseils. Vous êtes passionné par l'univers de la food sous tous ses aspects, cuisine, photo, marketing, business. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes au bon endroit. Au menu de My Sweet Podcast, des interviews de chefs, d'experts en photographie culinaire et des conseils business et marketing. Que vous soyez restaurateur, photographe culinaire, blogueur ou tout simplement passionné de food, j'ai pensé à vous et les astuces utiles seront au rendez-vous. Maintenant, on va un petit peu parler d'entrepreneuriat, si tu as encore un peu de temps à me consacrer. Oui, Ça pas de joue. souci. C'était en fait le sujet central de cet épisode, mais comme c'est trop intéressant, finalement, on a un peu plus parlé à d'autres points. Donc, Sabine, tu me dis, hein, si jamais tu as des contraintes Non, c'est de bon, temps. t'inquiète. Donc, du coup, Sabine a fêté récemment ses 10 ans d'entrepreneuriat. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, dans les grandes lignes, ces 10 ans, tes plus gros challenges, tes réussites? Enfin, voilà, partager un peu cette expérience. Ouais, donc effectivement, j'ai fêté il y a 10 jours, 15 jours, les 10 ans de l'entreprise. Je me suis lancée à mon compte il y a 10 ans. Je sortais de mes études. Après mes études, alors moi j'ai fait des études, ça n'a rien à voir, hein. J'ai fait des études de biologie, j'ai un master en gestion des milieux marins et aquatiques. Donc ça n'avait rien Ah du ouais? tout à voir. Oui, rien à voir du tout. Ah, c'est impressionnant, je savais pas. Bon, peut-être que je l'ai su et que je l'ai oublié, mais waouh! Non, j'en parle pas beaucoup, mais voilà. Donc j'avais ce master-là en poche. C'était l'année de la crise financière. Donc c'était quoi, septembre 2009? Ouais, je suis sortie diplômée au moment de la crise financière. Tout ce qui est job dans l'environnement à ce moment-là, c'était pas forcément la priorité de l'État, etc. Donc il y avait très peu de débouchés, ou en tout cas pas dans ma région. Et moi, j'étais pas prête à quitter mon sud-ouest. Donc, je suis restée dans la région. J'ai fait de l'enseignement pendant 2 années. Je donnais des cours en collège-lycée sur des postes de vacataires. Et les postes sur lesquels j'étais pendant 2 ans ont été supprimés. Du coup, je me suis retrouvée chez moi au chômage. Entre-temps, j'avais lancé le blog. Je m'étais remis à cuisiner pour m'occuper, etc. Et j'ai eu envie de... Enfin, j'ai toujours été quelqu'un d'assez indépendante. Pour moi, créer une entreprise, c'est quand même un objectif qui était assez présent. J'ai un peu de mal à l'autorité aussi, il faut le dire. Donc, être mon propre patron, c'était aussi un peu de la facilité ou en tout cas quelque chose vers lequel j'avais envie d'aller. Et il y avait des aides qui existent toujours d'ailleurs, je crois, quand tu es chômeur pour la création d'entreprise. Donc, je m'étais renseignée dessus. J'avais fait 2-3 formations avec Pôle emploi sur la création d'entreprise et j'avais droit à ces aides qui étaient à peu près équivalentes à ce que j'allais toucher au chômage à quelques centaines d'euros près. Et du coup, je me suis dit, plutôt que rester chez toi à attendre, de toute façon, dans tous les cas, tu n'auras pas de boulot dans ce que tu fais, ou en tout cas pas dans l'immédiat. L'enseignement, c'était bien, mais c'était pas fou non plus, tu vois, c'était pas quelque chose dans lequel je prenais du plaisir. Et puis, j'avais pas été formée à ça non plus. Donc, c'est pas pareil entre gérer 6 élèves, moi en cours de cuisine, des adultes, ou 36e, c'est pas du tout la même chose. J'imagine. Donc voilà, et je me suis dit, écoute, tu tentes ta chance, tu crées ton entreprise. Donc au début, c'était, je donnais des cours de cuisine à domicile parce que j'avais pas de local, et je faisais un peu de traiteur à domicile aussi sur des petits événements, tu sais, des anniversaires, des choses comme ça. Donc j'ai commencé comme ça. Au début, en gros, c'est les potes qui m'ont fait bosser pour leur entreprise, tu vois, le repas du boulot, le ci, le ça. Donc j'ai commencé comme ça. Je m'étais donné 1 an à la base pour voir si ça fonctionnait, sachant que bon, c'est assez utopique de se dire qu'en 1 an, on va savoir si une entreprise va marcher ou pas. On dit en général qu'il faut 3 ans
Je pense qu'il faut au moins 3 ans, voire 4 à 5 ans pour savoir si une entreprise est faite pour fonctionner. Entre-temps, je suis tombée enceinte, je suis devenue maman, donc je me suis dit, tu te laisses une année de plus. Et chaque année, je me disais, allez, une année. Ça n'a pas toujours été très facile, hein. J'avais la chance d'avoir un compagnon qui avait un revenu fixe et correct pour finir les fins de mois. Et voilà. Et petit à petit, je faisais beaucoup de traiteurs, ce qui demandait beaucoup de temps en week-end ou sur des horaires qui étaient assez compliqués. Les cours à domicile fonctionnaient aussi. Et la photo est arrivée il y a maintenant 4 ans. Donc, j'ai fait à peu près 5 ans traiteur et cours à domicile. Et à peu près à la même époque, puisque ça va faire 6 ans. Ouais, voilà. Et il y a eu un gros changement il y a 5 ans, à peu près, il y a 5-6 ans. J'ai à la fois rencontré les personnes avec qui je travaille maintenant pour les cours de cuisine, donc les créateurs du magasin là, dans lequel je travaille. Et c'est le moment aussi où la photographie culinaire a pris, enfin, en tout cas, j'ai bien progressé et j'ai commencé à avoir mes premières demandes. Donc, il y a 5 ans, j'ai pu arrêter la partie traiteur à domicile pour la photographie culinaire et les cours de cuisine qui étaient un peu à droite à gauche chez les gens. J'ai eu mon local dans ce magasin de producteurs. Donc, depuis 5 ans, on est sur quelque chose de beaucoup plus stable et enfin voilà, qui est plus intéressant pour moi. J'ai mon local pour les cours de cuisine, j'ai les photographies qui fonctionnent de mieux en mieux, on va pas se mentir, depuis, on va dire, 2 ans. Donc voilà, je sais pas si c'est bien résumé. Génial, non, c'est super, c'était super, super intéressant et aussi de voir ton évolution, voilà, que finalement, on commence par quelque chose et finalement, c'est pas toujours par ça qu'on finit. Enfin, voilà, ça s'adapte, ça évolue. Est-ce que peut-être que tu peux nous raconter un challenge auquel tu as été confronté ou alors une réussite ou quelque chose, voilà, pour toi qui a vraiment été, voilà, une belle réussite, enfin quelque chose une belle expérience? Pour Bon, moi, si, enfin, si oui, non, mais déjà, je pense que l'autre jour, quand je me suis dit que je fêtais ces 10 ans d'entreprise, enfin, c'est quand même un super. On voit pas les années passées. Enfin, franchement, moi, j'ai pas vu les années passées. En y réfléchissant, il y a quand même beaucoup d'années de galère. Et pour moi, ma plus belle réussite, c'est en ce moment, c'est depuis 1 an ou 2 où je me fais des revenus qui sont largement, enfin, qui sont corrects, où je peux vivre de ma passion, où je peux me libérer. Alors, on peut, sur le papier, on ne le fait pas, mais on peut se libérer une journée et dire je fais ce que je veux, j'ai envie de rester au lit, je reste au lit. Enfin voilà, c'est quand même, je trouve, du luxe d'avoir ce rythme de vie-là, qu'il ne faut pas rêver. Enfin, souvent, les gens pensent qu'on a une vie très cool. Non, non, on a un rythme très intense de travail. Les semaines sont longues et bien chargées. Moi, je travaille toute seule, j'ai pas de comptable, j'ai rien, donc je fais tout. Moi, pour moi, ma plus belle réussite, c'est ça, c'est de 10 ans après avoir une entreprise qui tourne, qui fonctionne. Ça aura pris plus de temps que ce que je pensais. Et le plus gros, enfin, le challenge, ça a été quand même de la photo culinaire, de se faire sa place et de travailler là-dedans. Enfin, mais c'est un challenge pour lequel au final, j'ai pas forcément que j'ai relevé, mais sans avoir fait quelque chose de particulier. Enfin, les clients sont beaucoup venus à moi, etc. Je n'ai pas démarché, je n'ai pas, au final, mon seul. Après, si j'ai bossé, j'ai essayé de faire en sorte de faire des jolies photos et des photos qui plaisent. Voilà, moi j'ai surtout bossé sur la technique et sur ce que je montrais. Mais mon challenge, c'était ça, et c'est toujours le même, c'est de toujours progresser, de pouvoir proposer encore plus de choses et être bon dans ce qu'on fait. Génial, merci. Non, c'est super intéressant et clairement, c'est une trop belle réussite. Donc bravo encore pour ces 10 années. Et justement, tu me parlais de la partie de la prospection, donc ça tombe bien parce que c'était un petit peu ma question suivante. Je me demandais justement comment tu t'organisais un petit peu, voilà, par rapport à la prospection. Du coup, tu as un petit peu répondu à ma question. Mais en gros, comment tu t'organises, pour générer du revenu. Alors évidemment, tu as ton revenu avec tes cours de cuisine,
Mais pour la partie photo culinaire, ça vient à toi automatiquement? Comment ça se passe? Ouais, j'ai la chance en tout cas pour l'instant, de ne pas prospecter. Je réfléchis, non, je crois que je ne l'ai jamais fait. Les clients viennent à moi. Voilà, c'est une chance. Je ne sais pas si la prospection, enfin, je sais pas, parce que beaucoup de personnes avec qui je discute ne prospectent pas forcément. J'ai l'impression que si on a besoin de toi, on saura, enfin, en tout cas, on saura où nous trouver. J'ai eu la chance, en fait, de ne pas avoir à le faire parce que je n'ai pas eu de gros creux qui ont fait que il fallait que je me mette dans cette démarche. À chaque fois où je me dis, ah ben à partir du mois prochain, j'aurai fini ce contrat-là, ça va être plus calme, il faudrait peut-être que j'essaye de voir, tu vois, trouver un truc, le temps que je me dise, alors attends, il faut que je fasse quel document, nanana, qui c'est que je vais contacter, comment. Bon, entre-temps, il y a déjà un client qui t'a contacté, qui te demande des photos. Donc, j'ai la chance de ne pas avoir à prospecter. Après, c'est aussi beaucoup du relationnel. Je pense que faut pas se mentir. Quand, alors moi, j'en fais très peu, mais quand on me contacte pour un partenariat, j'en fais pas beaucoup sur mon compte Instagram, mais même si je refuse, je vais de suite, en tout cas, le faire de manière polie, sympathique. Je vais expliquer la raison de mon refus, pourquoi je n'ai pas envie de faire ce partenariat. Et à chaque fois, parce que la plupart des demandes qu'on a, enfin, je pense que toi, c'est pareil, enfin, ceux qui sont du milieu le savent, on travaille rarement en direct avec les marques, on travaille souvent via des agences de communication. Ces agences de communication, si elles vous contactent pour une marque A, elles travaillent aussi avec 10, 20, 30 autres marques. Et donc, à Clairement. chaque fois, j'en profite. C'est pas de la réelle prospection, mais si c'est une nouvelle agence avec laquelle j'ai pas bossé, je leur dis, par contre, je suis photographe culinaire, vous voyez mon travail sur Instagram, et je leur glisse je sais pas comment on appelle ça, enfin, en tout cas, mon kit média, c'est même pas mon kit Ouais. média, mais en tout cas, un fichier que j'ai ou qui présente mon activité, mes derniers shootings, etc. Donc, je leur glisse en même temps ce dossier-là. Donc, j'essaye d'être, je pense qu'il y a déjà la façon dont on va se présenter aux clients et en profiter dans ces cas-là, tu vois, même si tu vas refuser ou même si tu n'es pas intéressé ou si tu n'as pas le temps ou si c'est pas dans ton budget, si, enfin voilà, il y a plein de possibilités pour refuser une proposition. J'en profite toujours pour me présenter parce que des fois, ils nous connaissent sans nous connaître ou en tout cas, ils ont une liste. Enfin, je sais pas comment ça marche, mais ils ont des fois, je pense, des listings de blogueuses. Ils envoient à tant de personnes. Et du coup, ils savent pas forcément, on est peut-être qu'une Instagrammeuse pour eux, on n'est pas forcément une photographe culinaire, etc. Donc moi, j'en profite juste pour me présenter en une ligne ou deux et je leur dis, ben, vous avez un document me concernant là, n'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin. Donc je glisse juste le truc, c'est ouvert, c'est pas ouvert, ils le lisent pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, je sème des petites graines comme ça, mais en tout cas, je n'ai jamais contacté une marque. On m'avait donné des contacts chez deux marques avec qui j'avais envie de travailler. J'avais dit que j'avais envie de travailler avec ces marques. Ma Ciel m'avait donné les contacts chez eux. Et je n'ai jamais osé, en tout cas, faire la démarche d'aller vers eux. Je me dis que le jour où ils auront envie de travailler avec moi, ils le feront, ils sauront me trouver. Et du coup, j'attends. T'envoies des bonnes ondes C'est ça. à l'univers. Non, je comprends. C'est vrai que prospecter, c'est toujours, bah, c'est sortir de sa zone de confort, hein, clairement. Et c'est s'exposer bah, potentiellement à un refus. Bah, moi, personnellement, je l'avais fait l'année passée. En fait, j'avais lancé un projet de livre de Noël. Enfin, c'était un peu un projet post-Covid aussi à visée caritative. Donc, en fait, je reversais la moitié des bénéfices à une fondation, enfin une banque alimentaire genevoise. Et bah, dans ce projet de livre, il y avait bien sûr toute une partie de recettes et une partie aussi de mise en avant de commerçants locaux, enfin, à qui je proposais vraiment un petit pack intéressant. Et bah, pour le coup, j'avais prospecté. Et franchement, bah, c'était incroyable parce que j'avais eu vraiment un super bon taux de conversion. Enfin, j'en parle là, d'ailleurs, je vais écrire un article à ce sujet, mais j'avais contacté 15 personnes et il y en a 12 qui ont accepté, tu vois, Super, et qui ouais. ont trouvé génial. Et donc, c'est vrai que parfois, je me dis, bon, après, c'est top. Clairement, si tu as les clients qui viennent à toi, c'est parfait. Mais peut-être que si tu as vraiment envie tu vois, si tu as vraiment Oui, envie de travailler avec ces deux marques, en plus, enfin, je veux dire, tu as collaboré avec énormément
de belles marques, de beaux restaurants. Enfin, tu vois, je pense que tu peux vraiment être super fier de tout ton travail, de tes photos. Donc, peut-être que ça vaut la peine Faudrait de... essayer, mais oui, c'est sûr, ouais. Il faut faut se juste, lancer. tu Mm. vois, parfois, il faut couper des barrières. Mais parce que tu vois, c'est vrai que tu te dis qu'ils viendront à toi, mais peut-être que, voilà, tout simplement, ils ont peut-être vu ton profil une fois, mais après, c'est sorti de leur tête. Moi, je pense que parfois, ça vaut la peine, mais c'est sûr que ça demande un peu. En même temps, tu vois, ça demande de sortir de ta zone de confort, mais après, t'es tellement content. Ah oui, Enfin, c'est sûr. Oui, oui, oui. Non, mais ça, c'est sûr que je regretterai pas. Même le fait de te dire, au moins, en plus, je suis la première à dire qu'il faut oser dans la vie, qui tente rien à rien. Et effectivement, si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Il y a effectivement ce truc-là, comme tu dis, on peut se mettre face à un refus, certes. Il faut savoir qu'un non n'est pas forcément un non définitif aussi. Mais effectivement, c'est prospecter, c'est devoir potentiellement faire face à ces refus, mais en tout cas, ça reste la meilleure façon d'arriver à ses objectifs. Ça, c'est sûr. exact. On se retrouvera peut-être dans un futur épisode où tu me diras, c'est bon, Je les ai eus. trop contente, j'ai... Et pour parler d'une partie peut-être un petit peu moins sympa, enfin, de la relation client, c'est vrai que de temps en temps, enfin, j'ai vu que parfois tu avais des expériences un petit peu moins, un petit peu moins faciles avec certains clients. Est-ce que tu peux nous donner, enfin, donner quelques conseils pour gérer la relation client, donc aussi bien quand ça va bien que quand ça va un petit peu moins bien? Alors effectivement, la relation client, c'est une partie du métier qu'on apprend beaucoup sur le terrain, auquel je pense on n'est pas préparé. On est souvent toute seule face à une grosse agence ou une grosse marque ou en tout cas, pas une seule personne, un groupe de personnes. Donc on est déjà souvent en position de faiblesse. On connaît pas toutes les ficelles du métier pour la plupart, à part si on vient déjà d'un milieu qui est là-dedans. Moi, je te dis, j'ai tout appris. Hein. Je n'étais pas communicante. Je suis pas même dans la vie une grande communicante sur certains points. Mais du coup, moi, j'ai tendance à être, excuse-moi des gros mots, mais trop vent, trop con. C'est-à-dire que je vais facilement dire oui, je vais accepter assez facilement des contraintes clients. Tu vois, quand c'est urgent, je vais me débrouiller, je vais bouger mon emploi du temps pour leur faire les photos dans les temps, etc. Du coup, j'essaye de faire un max pour les agences ou pour les marques et j'ai tendance à en attendre autant de leur côté, ce qui est totalement utopique et du coup, souvent, je tombe de ma chaise. Maintenant, avec le temps, petit à petit, j'apprends à essayer de me dire tu peux dire non, tu peux refuser, ton emploi du temps n'est pas extensible. S'ils s'y prennent au dernier moment, mais c'est tant pis pour eux, toi, tu n'as pas le temps, donc voilà. Donc j'essaye d'être, je suis quelqu'un de très courtoise, très sympathique. Je prends beaucoup sur moi en général, même quand ça commence un peu à monter, quand il commence à être casse-pied, je vais essayer de rester gentille et en tout cas de ne pas laisser trop transparaître le fond de mes pensées. Mais effectivement, des fois, ils poussent le bouchon un peu loin et dans ces cas-là, c'est un peu mon défaut aussi, c'est que quand j'explose, j'explose. Et au lieu d'avoir dit non avant, je peux être un peu dure ou en tout cas dire les choses d'un coup et que si tu as été très gentil avant et que d'un coup tu es dur, je suis pas quelqu'un de... je vais pas être désagréable ni rien, mais en tout cas, quand je vais dire les choses, je vais tout dire d'un coup et vu qu'ils ont eu en face quelqu'un qui a dit oui facilement pendant longtemps, ça peut être surprenant ou je sais pas. Mais en tout cas, je pense que ce qui est important, c'est de savoir dire non ou en tout cas de se faire respecter du client. Il faut... vous êtes une entreprise aussi, vous êtes une entité et ils n'ont pas à en profiter au même titre que nous, on ne profite pas d'eux, eux, ils n'ont pas à profiter de nous. Donc, il faut savoir quand même si c'est difficile, de temps en temps, savoir, en tout cas, pas forcément taper du poing sur la table, mais oser dire les choses. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, bien évidemment, pour moi, la politesse est indispensable, quoi. Dire bonjour, dire au revoir, répondre à un mail. Ça m'arrive de répondre en retard, mais dans ce cas-là, la première chose que je mets après avoir dit bonjour, c'est je m'excuse du retard. On n'est pas obligé de se justifier, mais dire quand j'ai mis 4 jours à répondre à un mail, je vais expliquer pourquoi. Voilà. Moi, déjà, les gens
quand on te saute dessus sans bonjour, sans ci, sans ça, ou les clients qui... j'ai refait un post ce week-end là-dessus, mais parce qu'ils sont tous arrivés en même temps, mais quand on envoie des photos à un client qui répond même pas qu'il a bien reçu les photos, moi, personnellement, ça me fait hurler. Mais bon, après, je pense que, comme je disais tout à l'heure, peut-être que j'ai des attentes ou une éducation qui est différente de certaines personnes, je sais pas. Mais voilà, je pense qu'il faut savoir, bien sûr, être bien avec les marques, mais il faut pas non plus faire le dos rond à tout. On n'a pas à tout accepter, on n'a pas à... C'est pas parce que eux ils ont pris du retard que c'est à nous de porter le poids de cette chose-là. Ils n'ont pas envoyé les produits. Enfin, moi, ça m'est arrivé typiquement. Aujourd'hui, je devais shooter le shooting que je te parlais tout à l'heure. J'avais un autre shooting de prévu, une autre recette. Ça fait 1 mois qu'on discute avec la marque, que j'envoie des intentions de shoot. Ils mettent 10 jours pour me répondre. Je renvoie une deuxième parce que les premières convenaient pas. Ok, on prend ça. Maintenant, enfin, c'était les propositions de recettes. Après, est-ce que tu peux nous faire les intentions de shoot? Ok, j'envoie les intentions de shooting. En envoyant les intentions de shooting, je renvoie le devis en disant vous m'avez toujours pas renvoyé le devis avec les conditions générales de vente de signer. Donc, je suis en attente de tout ça. Et ça, c'était le mail, c'était... Enfin, là, le shooting d'aujourd'hui, on est lundi pour les personnes qui nous écoutent, ils ne savent pas, mais on est lundi. Le dernier mail, donc à chaque fois, j'ai eu 10 jours avant d'avoir une réponse. Et pareil, il me répondait même pas pour me dire on envoie les recettes à la marque, on attend leur retour. Donc, on ne sait pas si c'est arrivé, si ça a été lu, si ça n'a pas été lu. Et là, j'avais envoyé mardi dernier les intentions de shoot et en disant je shoot lundi 22, je suis en attente des produits, des intentions de shoot et du devis signé. Voilà, donc je rappelle ça, je ne reçois aucun retour de la semaine. Et du coup, samedi matin, la colère un peu m'a pris au bout d'un moment. Et donc, j'ai renvoyé un mail en disant je n'ai pas eu de réponse de votre part, je n'ai pas le devis signé, je n'ai pas les produits et je n'ai pas les intentions de shoot validées. J'avais prévu le shooting lundi, comme je vous l'avais dit, parce que je devais leur livrer les photos en semaine 47. On est la semaine 47. Je leur ai dit par conséquent, le shooting est reporté à telle date et vous aurez les photos à telle date. Au bout d'un moment, on ne peut pas se plier en 4. Moi, mon emploi du temps, il est fait là pour la semaine. On en parlait tout à l'heure, en fin d'année où on a énormément de commandes clients en photo. Moi, j'ai énormément de cours de cuisine derrière. Mon emploi du temps sur la semaine est fait. Le shooting était prévu aujourd'hui. Je leur ai dit. Ils m'ont pas donné les éléments nécessaires. Je vais pas mettre le shooting jeudi parce que j'ai d'autres choses de prévues. C'est pas grave, ils l'auront la semaine prochaine dans un creux que j'avais où je peux caler le shooting. Voilà, ça c'est des choses que j'aurais pas fait avant. Avant, j'aurais dit ah oui bon d'accord, vous les envoyez quel jour? Bon, mais je vais m'arranger jeudi. Vous voyez, non. Ou j'aurais attendu, tu vois. Non là non, je leur ai dit stop. Enfin, au bout d'un moment, faut aussi voilà, faut se faire respecter un minimum. Et je pense que si on se fait respecter, on va pas forcément perdre les clients. Il y a des clients avec qui j'ai haussé un peu la voix pour certaines prestats ou dans le style. Et finalement, c'est des clients qui sont revenus parce qu'ils comprennent aussi qu'on a une exigence derrière, qu'on a un emploi du temps. Si on a un emploi du temps qui est rempli, c'est qu'on travaille bien. Et voilà. C'est ça. Et surtout, voilà, c'est pas les seuls clients. Mais merci pour ton conseil. Je pense que c'est vraiment tout à fait pertinent et adapté vraiment de se dire, voilà, il faut aussi savoir mettre ses limites. Clairement, mais moi, je suis un peu comme toi. Enfin, on veut toujours faire plaisir, satisfaire. On se dit, ah bah tiens, j'aurais peut-être un petit créneau finalement jeudi soir. Enfin, je sais pas, ou jeudi en fin de journée, ça va juste et tout. Mais non, en fait, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Donc, je trouve que voilà, c'est un bon conseil. Mais c'est vrai que souvent, c'est le problème parce que les clients pensent que voilà, tu es entrepreneur, tu es indépendant, donc tu organises ton emploi du temps comme tu veux, donc ça devrait aller. Et souvent, ils oublient qu'il n'y a pas que eux. Donc, jeudi après-midi, tu vas pas à la piscine, hein. Enfin, tu es en train de travailler sur un autre projet, ce genre de choses. Je suis d'accord tout à fait. Donc, je te remercie. Et puis, il y avait juste encore un autre point dont je souhaitais parler, qui est super crucial justement dans la vie d'entrepreneur, c'est le pricing. Donc sans rentrer dans les détails, mais comme c'est vraiment un sujet complexe, est-ce que tu peux peut-être juste partager un petit peu avec nous ta vision du pricing, enfin, un petit peu toi, comment tu procèdes? Alors moi,
une grille tarifaire qui m'est propre, auquel je me tiens plus ou moins, que je réévalue toutes les années. Elle tient en compte à la fois la demande du client, parce qu'effectivement, il y a, il y a certaines. En fait, je sais pas, la plupart des personnes qui nous écoutent sont dans le milieu, mais on peut soit avoir juste un produit que le client nous envoie, qu'on va juste vite fait mettre en situation. Donc ça demande en général moins de temps, mais c'est pareil, ça dépend de la validation client ou non. Ou moi, mon prix, il tient compte de s'il y a validation client ou pas. Alors je sais que c'est un peu particulier, mais ce sont des shootings sur lesquels on va passer beaucoup plus de temps, où il y a beaucoup plus de demandes et d'attentes, et où des fois ça peut être très très long pour pas grand-chose, parce qu'ils sont pas forcément réactifs. Ils n'ont pas forcément la même vision que nous, donc notre jaune à nous, c'est pas le jaune à eux, et donc on va sortir 12 serviettes, etc. Clairement, à commande égale, une photo où j'ai carte libre, enfin, où je peux faire ce que je veux, et une photo qui sera avec validation en suivant un brief, seule où j'ai carte blanche, pas carte libre, carte blanche, sera moins cher, parce que je sais que je vais y passer moins de temps dessus, j'aurai pas forcément de l'achat de stylisme à faire, etc. Après, le milieu de la photographie culinaire, c'est quand même un milieu où on est assez ouvert et où on discute assez facilement. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander à d'autres personnes en perso. Moi, je sais que j'échange souvent avec plusieurs blogueuses. Quand j'ai un doute, je les appelle, enfin, je les appelle, ou en tout cas un petit vocal sur Insta. On se pose des questions. Tu as déjà travaillé pour telle marque, combien tu as facturé? On est toutes plus ou moins alignées quand même, hein, sur les tarifs. Enfin, pas à 10 € près, mais en tout cas, on est dans une fourchette qui est en général assez proche. Le peu de fois où j'ai pas pris le temps d'aller demander en amont, ça m'est retombé dessus. Ça a été le cas il y a pas longtemps avec le client avec qui ça a été compliqué. J'avais parlé en story. Déjà, ça avait été très compliqué. Ensuite, je me suis rendu compte que moi, j'avais fait un devis. Enfin, moi, j'ai pas. Je parle de prix sans souci. J'avais fait mon Ah oui, devis, je alors sais si plus t'es à à quoi. l'aise, enfin, Non, mais je voulais pas, tu vois, être inquisitrice non plus, genre, non, mais Sabine, moi, fais-nous ta grille tarifaire, mais non, après, non. oui, Bah, après, comme je te sois dis, à l'aise, hein. les prix changent énormément aussi en fonction du nombre de photos commandées. Tu vois, le client pour qui j'ai fait 90 photos cet été, il y avait des photos du produit mis en situation et des photos où c'était des vins aromatisés. Donc, on faisait des photos, il fallait 8 photos par gamme de parfums. Mais par exemple, sur le parfum fraise, il y avait 4 photos avec la bouteille, mise en scène, etc. Et 4 photos du fruit, tu vois, donc une fraise en macro, une fraise coupée en deux, des choses comme Mhm. ça. Donc, c'est des photos quand même où tu avances rapidement. C'était des photos où il y avait peu de stylisme derrière. C'était beaucoup du color block. Donc, c'était des grandes feuilles de canson là, que tu achètes à 1 € dans les magasins culturels. C'était une grosse commande de 90 photos. Là, j'ai travaillé à 90 € de la photo. Je sais que quand je dis ça, ça fait bondir les gens. On me dit, mais comment tu peux facturer une photo 90 €? Tu n'as pas le droit, c'est pas cher, tu casses le marché. Oui, mais le client m'a commandé 90 photos. Sur ces 90 photos, il y en a 45 qui sont des photos très simples à faire, qui me prennent peu de temps et qui ont peu de retouches. Même si c'était la validation client, voilà, moi j'ai facturé ce prix-là et c'était le prix qui me semblait juste. J'avais pas à faire un devis à 20 000 € à ce client-là. Déjà, le devis n'allait pas passer, je n'allais pas l'avoir et je me voyais mal facturer une photo 180 €, une photo de fraise sur un canson rouge qui m'a pris, allez, 5 minutes à prendre et 5 minutes à retoucher. Au bout d'un moment, il faut aussi être cohérent. Effectivement, il faut pas faire baisser les prix. Je suis la première à le dire, et si le client veut pas payer le prix, il n'aura pas. Je ne travaillerai pas avec lui. Mais il faut aussi être cohérent. Moi, quelqu'un qui me dit je vais facturer 320 € une photo, alors que le client veut juste, parce que c'est les prix, mais que le client il veut juste son produit avec un sapin de Noël enfant. Pour moi, je trouve que ça coince un peu. Voilà. Donc après, moi j'ai mon tarif qui est à 200 € minimum pour de la photo produit, on va dire. Enfin, produit, mais avec du stylisme autour. Après, s'il y a de la créa de recettes, ça va dépendre aussi des
des ingrédients, quoi. Enfin, tu vois, si je travaille pour un Ah oui, producteur de canard qui me fournit pas les ingrédients et qu'il y a 10 recettes à base de foie gras à faire, forcément que ça va coûter plus cher que si je travaille pour un primeur où ça va être des carpaccio de radis. Enfin, tu vois, il faut aussi c'est s'adapter. clair. Enfin, moi, c'est mon point de vue. En tout cas, moi, je m'adapte aussi en fonction du nombre de photos et de ce qu'il va y avoir à faire derrière et des achats que je vais avoir à faire. Si c'est des briefs avec beaucoup de stylisme, etc., ben, effectivement, je vais d'entrée facturer un peu plus cher parce que je sais que je vais avoir des achats derrière à faire. Voilà. Et c'est pour ça aussi moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, en discutant avec des copines, que plein ne font pas et qui, pour moi, est indispensable, c'est que déjà, je ne donne jamais mes prix par téléphone ou par message Instagram, etc. Des fois, plein de fois, on reçoit des messages en disant vous pouvez vous envoyer notre grille tarifaire. Ben non, en fait, j'ai pas une grille tarifaire, ça va dépendre de plein de choses. Je sais que je vais m'aligner, je vais pas facturer un truc de 100 € à un client et 350 à l'autre. Si à demande égale, les prix seront les mêmes. Mais, mais voilà, c'est tellement variable, ça prend en compte tellement de choses que je peux pas afficher une grille tarifaire. Le client, il va me dire ah c'est cher. C'est dommage, j'avais 100 photos à faire, j'ai pas le budget. Oui, mais si vous me commandez 100 photos, je vais pas vous la faire à 200 € la photo. Si c'est des photos comme ça, tu vois. Donc, voilà, c'est assez variable, mais en tout cas, il ne faut pas hésiter, à demander aux autres. Ou des fois, on sait certaines marques qui a travaillé avec, donc aller vers ces personnes-là. Ce que j'ai pas fait la dernière fois et où je me suis fait avoir clairement par une marque. Et ensuite, faut tenir compte de tous les paramètres. Globalement, voilà, faut pas hésiter à demander, je pense. Il y a certaines personnes dans le milieu vont refuser de vous répondre, mais il y en a plein d'autres qui n'hésiteront pas à, sans vous dire un tarif précis, en tout cas à vous donner la fourchette de prix dans laquelle elles travaillent et tenir compte, prendre tout en compte, quoi. À la fois s'il y a de la création ou non, si le stylisme est remboursé ou non, si les achats d'ingrédients sont remboursés ou non, si c'est une photo ou si c'est 100 photos. Est-ce que tu sais que c'est du one shot ou est-ce que potentiellement, oui, effectivement, ils vont te demander de baisser de 50 €, mais ils te font miroiter, ils le feront peut-être ou non, mais en tout cas, de travailler avec toi sur le long terme. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Il faut arrêter de casser les prix. Ça, par contre, ben voilà, des gens qui vont travailler pour des photos Instagram, pour des belles marques qui vont les facturer 100 balles. Enfin, le truc, c'est que ce qu'ils comprennent pas, voilà, Voilà. c'est que eux, le jour où eux-mêmes, pour l'instant, ils sont contents parce qu'ils démarrent, ils se disent, ben voilà, j'ai un client, c'est moi qui ai eu le contrat parce que j'ai fait 2 fois moins cher que les autres. Sauf qu'il va se rendre compte qu'à ce tarif-là, c'est pas viable de travailler à ce prix-là. Et le jour où il voudra augmenter ses prix, il trouvera plus de clients puisqu'il aura lui-même cassé les prix du marché. Donc c'est mettre c'est mettre des bâtons dans les roues. Peut-être des collègues dans un premier temps. Déjà, c'est pas sympa parce que voilà, on n'est pas 3000 non plus sur le marché de la photographie culinaire. Il y a du boulot pour tout le monde. Faut pas s'inquiéter. Si quelqu'un débute là-dedans, il va pas piquer la place de quelqu'un d'autre. La demande est de plus en plus grande et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc ça sert à rien de vouloir piquer le contrat de quelqu'un d'autre ou voilà. Et en plus, le jour où lui, il va grandir et il va vouloir augmenter ses prix parce qu'il aura progressé, parce qu'il aura plus son job à côté, parce qu'il aura tout lâché pour faire de la photographie culinaire et qu'il faudra rentrer plus d'argent, etc. Et il va se rendre compte que la marque ne voudra plus la payer ce prix-là parce que c'est lui-même qui lui a proposé de le faire pour 2 fois moins cher quelques semaines avant. Donc voilà, faut pas faire bas pour avoir un contrat. Et puis c'est aussi du respect pour soi, je trouve. Moi, je juge que mon boulot, il vaut tant. Si la personne n'est pas prête à les payer, si la personne ne peut pas, si c'est une petite entreprise, je l'entends. Et dans ce cas-là, souvent, je fais des efforts ou en tout cas, je propose des solutions. Mais si c'est des grosses boîtes, ce qui est souvent le cas, parce que c'est souvent ceux qui ont le plus de moyens qui rechignent le plus à payer, mais qui te disent ah non, mais on va absolument travailler avec vous. Mais si vous voulez travailler avec moi, c'est ce prix-là, c'est ça ou c'est rien. Et puis voilà. Enfin, si vous avez vraiment envie de travailler avec moi, vous allez les dépenser. C'est un tarif qui est correct. Moi, je pense, enfin, en discutant avec les copines, je suis dans la fourchette plutôt basse en tout cas dans la moyenne basse des tarifs. Donc voilà, j'estime que soit les gens
payent ce prix-là, ou soit tant pis, qu'ils se tournent vers quelqu'un d'autre. Par contre, ils auront dépensé le budget à quelqu'un d'autre et des fois les photos leur plaisent pas et ils reviennent ensuite vers vous en disant bon mais finalement on est prêt à payer et ben oui, sauf que vous avez dépensé encore plus du coup parce que vous avez payé une première personne qui n'a pas convenu. Donc voilà, mais il faut pas hésiter à demander, je pense, en tout cas au début. Moi, certaines personnes le savent. Je réponds que ça soit sur des photos, enfin sur la technique ou sur les prix. Je reçois beaucoup. On me contacte assez facilement sur Instagram et je réponds assez facilement aussi. Enfin voilà, j'ai pas de. Quand la personne m'appelle en me disant j'ai telle commande pour tel truc, combien tu facturerais voilà, j'hésite pas en tout cas à guider la personne et à lui dire ce que moi je facturais sur ce type de prestation-là. Top. Bah, merci beaucoup Sabine, c'est super clair et je pense que c'est vraiment pertinent à garder en tête, ne pas brader ses prix, de un pour soi-même et aussi pour pas commencer à faire de la concurrence déloyale. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est le challenge peut-être le plus difficile au début parce que aussi on n'a pas forcément assez confiance en soi, donc on se dit ah non non mais je peux pas facturer trop cher, mais comme tu dis après c'est un cercle vicieux parce que si l'année d'après en fait les prix ont fait x3, enfin voilà comme tu dis bon moi j'ai jamais fait de photo à 100 francs, mais clairement enfin ou à 100 euros, mais c'est vrai que si on commence comme ça et ensuite bah comme tu dis on se rend compte que quand il y a vraiment un effort derrière la photo, voilà du stylisme et tout, c'est pas du tout viable. Et l'année d'après, on dit bah non, c'est 300, bah clairement, c'est pas justifié, le client ne comprend pas, il va dire mais comment ça? Donc et puis après forcément, si on dit que c'est juste parce qu'on est plus expérimenté, bon, c'est pas non plus un argument Non, forcément très recevable. Donc ça, je pense que c'est vraiment un bon conseil à garder en tête et puis ne pas hésiter à demander, comme tu disais, et adapter. Je suis d'accord. Enfin, moi, je pense que ce qui est important, c'est de voir, comme tu disais, le temps que ça prend. Enfin, le temps que ça prend et quelles sont les contraintes. Voilà, voilà, est-ce que c'est une recette, comme tu disais, avec des ingrédients un petit peu de luxe ou simple et s'adapter. Enfin, moi, je suis assez convaincue que la personnalisation, c'est super important et je pense que c'est ça qui va faire aussi une différence auprès du client parce que les clients, bah, ils aiment de plus en plus se sentir, tu vois, un peu privilégiés, un peu unique et tout. Donc, oui, génial. c'est ça. Je pense qu'il faut Euh, vraiment être, comme tu disais, il y a le temps qu'on passe dessus, hein, parce qu'à photo équivalente, même au niveau de la retouche, il y a des choses où on sait qu'on va avoir énormément de retouches derrière et d'autres où on sait qu'en 5 minutes, la retouche sera faite. Donc, il faut prendre en compte aussi tout ce temps de retouche derrière qui est à côté ou le temps d'échange avec les clients. Pour certains, ça va en 2 mails, le shoot est calé et d'autres qui sont très inquiets, sauf que ça va être 7, 8, 10 mails dans le mois et c'est du temps. Et ce temps-là, il faut le compter aussi. T'as raison, ça c'est super important. C'est vrai que le suivi client, on a tendance, en tout cas au début, à l'oublier un peu. Enfin, on se dit, ok, combien de temps, combien de temps ça Oui, va me prendre de faire la préparation, enfin le mood board, de la réflexion, tout ça, enfin bref. Et on oublie ces petites choses, bah ouais, envoyer des photos pour validation, envoyer, enfin, voilà, et finalement, bah c'est aussi du temps. Donc forcément, moi je trouve que c'est vraiment important de bien estimer son temps et après de se comparer au marché. Et comme ça, enfin pour moi, quand on sait combien de temps on prend pour un projet et qu'on estime aussi bah, à combien on voudrait être payé par heure, ça nous donne déjà une bonne fourchette et après on compare avec le marché. Enfin, moi, c'est comme ça que j'avais procédé au début quand j'étais un peu perdue et je pense que c'est une bonne technique comme tu dis. oui. Génial. Bah écoute, est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais encore partager ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, ça a été assez complet quand même. C'était très Oui. bien. Bah écoute, un grand merci pour tout ton temps là. Cet épisode était bien long, bien dense, mais franchement Oui. plein d'infos, super utile. Donc vraiment un grand merci Sabine. Et puis Merci à toi. j'espère peut-être te revoir dans un prochain épisode. Enfin, ce serait super sympa. Avec plaisir. Super. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Et puis, bah, passe une belle journée. Toi aussi, bonne journée. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes suites conseils food, photo, marketing ou entrepreneuriat qui vous guideront dans le monde de la food. Laissez-moi un 5 étoiles, ça me ferait super plaisir.
Et dernière bonne nouvelle, j'ai encore un cadeau pour vous. J'ai réalisé un guide de plus de 45 pages pour créer le feed Instagram de vos rêves, ce qui vous permettra de gagner de nouveaux abonnés et de faire prospérer votre business. Ce guide est gratuit, en tout cas pour l'instant. Pour le trouver, c'est très simple. Il vous suffit de taper sur Google My Sweet Discoveries, guide Instagram. My Sweet Discoveries, en 3 mots, guide Instagram. Ensuite, vous tomberez sur ma page Instagram où vous aurez différents guides gratuits, dont celui-ci. Le lien sera également en note de ce podcast. À très bientôt et sweet journée.